Je suis Virginie Charles, directrice marketing et communication chez ePlan Software and Services. Et chaque mois, je vous propose de recevoir un acteur de l'industrie française afin de faire un éclairage sur les enjeux, les leviers, les défis que nous devons tous relever. Bonjour Jean-Michel Pou, on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous Merci. êtes le président fondateur de la société Deltamu, mais vous êtes également un représentant de l'Alliance Industrie du Futur, ambassadeur de l'Alliance Industrie du Futur. Et donc à ce titre, on vous reçoit pour le podcast Les défis de l'industrie du futur by ePlan. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, qu'on sache à qui on a affaire aujourd'hui ? Alors, à qui on a affaire, pour faire simple et en un seul mot, c'est un passionné. Voilà, c'est ce qui pourrait me définir le plus. Après, effectivement, Deltamu est une société qui exerce dans le monde de la métrologie, qui a 20 ans, un peu plus d'une vingtaine de salariés, qui se porte plutôt bien aujourd'hui, et tant mieux. Enfin, jusqu'au Covid, on verra la suite. Mais ce qui me définit le plus, c'est ce que je viens de vous dire, passionné et autodidacte. C'est-à-dire que comme beaucoup de chefs de petites entreprises, en fait, je suis tombé dans le berceau de la métrologie en commençant ma carrière professionnelle. Je me suis bien demandé ce que c'était. Et puis, jour après jour, je me suis passionné. Et voilà maintenant plus de 30 ans que j'en parle et que j'essaye de développer son potentiel. Ce qui me qualifie là, c'est vraiment, à un moment donné dans ma carrière, alors que j'avais progressé dans ce qu'on appelle la métrologie aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement les laboratoires d'étalonnage. J'étais passé, comme j'ai dit, autodidacte de technicien à directeur général du laboratoire en 10 ans. J'ai vite compris que ce métier ne me plaisait pas comme il était pratiqué, et je le dénonce encore aujourd'hui fermement. Et donc, du coup, j'ai pris mes responsabilités. Je suis parti avec mon baluchon de pèlerin pour essayer de convaincre que mon métier ne se résumait pas à faire plaisir à des auditeurs en collant des étiquettes sur des instruments, mais qu'il y avait un véritable potentiel dans la métrologie au sens captation des mesures et qualité des mesures. Alors, quand j'ai commencé Deltamu il y a 20 ans, la question était surtout satisfaire un auditeur ISO 9000. Par chance, depuis quelques années maintenant, c'est satisfaire les exigences du big data et de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, Deltamu s'oriente très clairement sur des prestations qui sont adaptées à ce contexte-là, IA, fiabilité des mesures, tout en continuant ce qu'on a toujours fait dans le monde de l'ISO 9000 et de la qualité en général. Notre organisation, pour des raisons historiques, chance, opportunité, malchance, qu'importe, fait que j'ai pu prendre de la hauteur et du recul. Donc pour Deltamu, j'ai un vrai président. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le quotidien de l'entreprise. Je ne sais pas moi l'opérationnel. Voilà. J'ai un directeur général qui est issu de nos rangs. D'ailleurs, mes collaborateurs sont à peu près tous actionnaires ou le deviendront, c'est mon objectif. Et donc du coup, eux s'occupent du quotidien. Et moi, j'ai cette chance d'être détaché et d'avoir un peu la capacité de prendre de la hauteur et de continuer un peu à réfléchir à toutes les problématiques qui environnent et la métrologie, parce que c'est ma passion, mais du coup, tout ce qui advient avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie du futur. Je crois qu'on y reviendra plus tard. Et donc, j'ai pu faire d'autres choses de ma vie que m'occuper de Deltamu. J'ai eu la chance de créer un cluster qui a été labellisé en région Auvergne à l'époque, qui s'appelait Auvergne Efficience Industrielle. C'est là que j'ai rencontré la première fois l'intelligence artificielle à travers une société qui s'appelle aujourd'hui BrainCube. Et puis, je suis aussi vice-président d'un pôle. Et puis, je suis, comme vous l'avez dit, ambassadeur pour l'Alliance Industrie du Futur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, très engagé dans tout ce qui est vulgarisation, promotion de ces nouveaux métiers. D'accord. Bon, très belle présentation de Deltamu et vous avez fait d'ailleurs une introduction sur l'industrie du futur, c'est parfait. Vous êtes un acteur économique visiblement très impliqué, principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également, j'imagine, avec l'Alliance Industrie du Futur, finalement, relativement implication nationale. Qu'est-ce que, pour vous, pourquoi vous, aujourd'hui, au micro, pour nous parler de l'industrie du futur ? Quelle est votre implication dans ce domaine ou quel est votre éclairage pour que l'on puisse éclairer nos auditeurs ? Écoutez, là, je crois que je l'ai dit au démarrage concernant Deltamu, je suis un passionné, enthousiaste. J'ai croisé l'intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être là qu'il faut se donner des définitions. Pour moi, l'industrie du futur, c'est un concept assez flou dans lequel je ne me retrouve pas pour une simple raison. C'est que le futur, c'est comme l'horizon. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, il recule d'un jour. Et donc, évidemment, dans 50 ans d'ici, là, dans le studio, on a des jeunes. Dans 50 ans d'ici, ce qu'on raconte du futur, ça ne sera sûrement pas le futur, ça sera le passé. Moi, j'aime bien plutôt la qualification d'industrie 4.0, parce que ça, au moins, ça marque très clairement une technologie. Enfin,
des technologies, mais pour moi, ça marque essentiellement une technologie qui change énormément de choses, on en reparlera très probablement après, qui est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors attention, hein, parce que derrière le mot intelligence artificielle, big data, enfin moi j'ai mis longtemps à me dépatouiller, à essayer de comprendre ce qui se passait dans ce monde-là, je pense qu'on précisera plus tard, mais voilà. Donc depuis maintenant 2015, la date du cluster qu'on avait créé, je m'intéresse à ces questions-là. Et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre parce que c'est compliqué, c'est vraiment une disruption, ça change notre façon de voir le monde. Voilà, donc j'ai digéré, j'ai essayé de comprendre, je détiens aucune vérité, hein, mais j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les différences avec le monde d'avant. C'est la mode aujourd'hui de parler du monde d'avant. Enfin, moi, je parle vraiment du monde d'avant, l'intelligence artificielle dans le domaine industriel. Et donc, en tant que passionné, j'ai beaucoup communiqué. J'ai communiqué via notre cluster, qui avait été labellisé, je l'ai dit tout à l'heure, cluster d'excellence, dont l'objectif était Auvergne Efficience Industrielle. Et on a défini le mot efficience, parce que là encore, il y a pas une définition, comme étant l'efficacité au juste coût, avec une subtilité malheureusement qu'on n'entend pas à l'oral, parce que le au juste coût, on l'a mis au pluriel. C'est-à-dire que considérer le coût d'un produit, c'est pas juste le prix de revient, sinon on va dans les pays à bas coût et on essaye de faire des économies sur tout, quitte à faire travailler des enfants, ce qui m'est absolument insupportable. Mais au juste coût au pluriel, ça veut dire qu'on regarde non seulement le prix de revient, mais aussi tous les impacts sociologiques, dans l'écosystème, écologiques, enfin voilà. Donc le juste nécessaire, c'est pas le moindre coût, c'est ce qu'il est légitime de payer pour un service ou un produit. Voilà. Donc ce cluster était basé pour partie et grande partie finalement sur ce qui est l'intelligence artificielle. Ça m'a obligé à beaucoup comprendre, à beaucoup communiquer autour de tout ça, jusqu'à par exemple être à l'origine avec le cluster et le pôle Mont-Blanc Industrie d'une formation de data scientist pour l'ingénierie qui est assez originale, qui est portée par l'école Sigma Clermont. Voilà, un des actes, mais j'ai aussi beaucoup communiqué dans l'univers de l'Alliance autant que j'ai pu le faire et dans l'univers du pôle Mont-Blanc Industrie autant que j'ai pu le faire pour tenter de vulgariser, expliquer ce qu'étaient les enjeux de ce 4.0 que je définis moi comme étant le 4.0. Il y a d'autres technologies, évidemment le jumeau numérique, l'impression 3D, la cobotique, il y a d'autres technologies. Je pense qu'il est vraiment disruptif, c'est la façon d'appréhender le monde avec l'immensité des données qui sont dorénavant à notre disposition grâce à la facilité d'acquisition, que ce soit avec des capteurs qui existaient déjà et qui n'étaient pas filaires ou qui étaient filaires, mais que ce soit aussi avec l'IoT. Donc ça révolutionne vraiment les choses. J'ai beaucoup parlé, manifestement suffisamment pour être invité dans votre studio. Je vous en remercie une nouvelle fois. Votre regard sur l'actualité, on s'aperçoit que beaucoup de dirigeants d'entreprises, quelle que soit leur taille, environ les 2/3, pensent qu'une transformation digitale est nécessaire pour pouvoir attaquer l'avenir et rester vivants sur leur marché. Mais d'un autre côté, très peu engagent le pas. À votre avis, quels sont les freins sur lesquels ces dirigeants d'entreprise pointent pour ne pas engager cette transformation digitale qui semble être inévitable pour rester sur les marchés? Alors, notre principal problème, on en a deux, c'est mais on a toujours fait comme ça, c'est-à-dire comme le passé, ça c'est le premier point. Donc c'est typiquement le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est exactement là. Et le deuxième, qui est pas mal aussi, c'est moi, c'est pas pareil. Le principe MCPP. Moi, c'est pas pareil. Parce qu'on l'a tous dit. Moi, le premier, je le dis. Dans mon domaine de confort, dans lequel je suis innovant, la métrologie, je dis et je critique les gens qui n'arrivent pas à suivre un peu ce qu'on raconte. Enfin, je critique positivement parce que je débat, je discute, je publie. On fait beaucoup de choses, mais du coup, je comprends que les gens ne pensent pas comme moi. Mais moi aussi, des fois, je ne pense pas comme les autres parce que je ne suis pas câblé pour et que j'ai encore pas compris les enjeux. Et notre problème, il est vraiment là. C'est un problème vraiment culturel. Par contre, les enjeux. Dans le monde du big data, il y a un truc qui est clair. Et il y a une maxime que tout le monde reprend. C'est do it or die. C'est très, très simple. Voilà. Alors, l'échéance, on ne sait pas. C'est dans 1 an, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Mais comment on pourrait imaginer, par exemple, aujourd'hui, travailler encore avec des téléx pour dire nous on était à culture téléx alors qu'on en est au smartphone. C'est juste pas possible. Comment on peut encore imaginer être compétitif aujourd'hui en travaillant sur une table à dessin ou avec le modèle conceptuel de la table à dessin? Parce qu'aujourd'hui on fait les mêmes dessins mais sur des ordinateurs. Ça reste de la table à dessin.
L'ordinateur, il peut faire beaucoup plus que ça. Donc comment on peut penser le monde comme à l'époque de la table à dessin, quand il y en a qui déjà le pensent en univers multivarié, ellipsoïdal. C'est juste pas possible. Donc on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai décidé comme ça. Peut-être que j'aurais fait le même choix. Mais nos frontières sont ouvertes. Donc on est dans une compétitivité qui n'est pas réduite à un territoire. On est dans une compétitivité mondiale. Ça veut dire que si d'autres sont plus performants que nous, moi, je pense que la France, on sait fabriquer des choses et qu'on est à la hauteur. Enfin, on n'est pas des martiens 10 fois supérieurs à tout le monde. On est dans la culture générale. On est avec les outils partagés à l'échelle monde. Et on utilise ces technologies comme nos concurrents les utilisent ailleurs sur le monde. Si on n'est pas capable de se saisir des meilleures technologies, on voit aujourd'hui toute la discussion autour des robots. On se félicite d'avoir enfin des entreprises qui se robotisent. La Chine et le Japon sont robotisés depuis bien avant nous. La différence, c'est qu'ils ont déjà pris des parts de marché au niveau mondial que nous, on n'a pas pu prendre parce qu'on n'était pas assez compétitifs. Donc si on laisse encore passer d'autres technologies et qu'on les laisse aux mains de nos concurrents, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fabrique des voitures, tout le monde... Oui, on en fabrique encore. Des téléphones, on n'en fabrique pas. Des téléviseurs, on n'en fabrique pas. Des machines à laver, je suis pas sûr. Donc tout le monde fabrique des trucs dans le monde qu'on achète. Et donc si on n'est pas capable de se placer dans cette compétition internationale, on disparaîtra. Les gens vont pas acheter des produits français pour faire plaisir aux Français. Je rappelle juste, on est 67 millions, il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Autant dire, on compte pas pour grand-chose. Donc si on veut rester dans la course, on doit se doter des meilleurs outils. Aujourd'hui, les meilleurs outils, c'est ceux de la technologie 4.0. Il y aura une technologie 5.0. Qu'on la fasse émerger, qu'on fasse de la recherche fondamentale, qu'on s'attache à développer l'industrie du futur de demain. C'est essentiel. C'est ce qui se passe dans nos laboratoires de recherche. Et il faut continuer à le faire, il faut le financer, il faut y croire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la recherche, on est sur des technologies matures que nos concurrents utilisent. Alors, soit on les utilise pour rester dans la compétition, soit on les laisse les utiliser tout seuls et on se regarde mourir. Do it or die. Très bien. Bon, on écoute votre conseil. Petite question subsidiaire. Connaissiez-vous Yplan avant de venir aujourd'hui nous éclairer sur l'industrie du futur pour ce podcast? Et si vous connaissiez Yplan ou pas, quelle en est votre lecture? Bon, alors, je dois bien reconnaître humblement que je ne connaissais pas Yplan, mais comme je ne connais pas tellement d'autres entreprises du monde, moi, mon petit métier, c'est la métrologie, on est très éloignés. On a un point commun, on fait des logiciels. On a un deuxième point commun, intellectuellement, c'est qu'on s'intéresse à l'industrie 4.0. Donc du coup, voilà, mais non, je ne connaissais pas Yplan. Par contre, je me suis renseigné, évidemment. Je ne savais pas qui m'invitait et j'ai pris le temps d'essayer de comprendre votre monde. Moi, ce que j'ai vu en simplifiant, c'est que vous proposiez une solution qui permettait à différents acteurs qui contribuent à une réalisation de partager de l'information pour être efficient. J'espère que ce n'est pas juste efficace. Pour être efficient et faire bon du premier coup. Voilà. Ça, c'est typiquement ma problématique. Ce qu'il en est des réseaux de câblage électrique, des armoires électriques ou des systèmes fluidiques dans les entreprises, je comprends bien tous les enjeux que ça a à l'échelle d'une usine, tout comme la similitude que j'avais trouvée, c'est le BIM dans le domaine du bâtiment. C'est un peu la même chose. C'est très, très complexe de savoir ce que font les autres quand chacun travaille de son côté. Mais moi, je pense que c'est exactement le même problème quand on fabrique une voiture. C'est le même problème. C'est-à-dire que quand on fabrique une voiture, il y a des gens qui fabriquent le moteur, enfin les pièces du moteur. Ensuite, il y en a d'autres qui assemblent le moteur. Ensuite, il y en a d'autres qui mettent le moteur dans la voiture. Et puis, il y en a qui fabriquent des amortisseurs, d'autres qui fabriquent les pare-chocs, d'autres qui fabriquent la caisse, d'autres qui fabriquent les éléments décoratifs. Enfin, il y a tout un tas d'entreprises qui concourent à la réalisation d'une voiture. Dans des solutions telles que les vôtres, on peut imaginer que toutes ces entreprises qui concourent à la réalisation d'un même produit, donc qui sont challengées de la même façon pour réussir, parce que si le produit ne se vend pas, c'est tous les acteurs de cette entreprise étendue qui vont perdre. Donc ils ont tous intérêt à collaborer pour faire en sorte de fabriquer au juste nécessaire le bien qu'attend le marché. Et des plateformes comme les vôtres ont un avenir évident. C'est-à-dire que, et c'est sans flagornerie, je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, c'est-à-dire que offrir la capacité à des gens de partager des problématiques, des compétences, des connaissances, dans le cadre de la conception d'un produit. Puis, de suivre la réalisation de ce produit au cœur des usines, pour être capable de dire, quand on fait cohabiter toutes les usines, que tout est en train de se passer bien, toutes pièces confondues, donc tout sous-traitant confondu, d'être capable de dire que tout se passe bien, ou de dire, attention, il y a une alerte. J'ai un ami de chez Forestia, Jean-Marc Judic, il dit quelque chose de très vrai, il dit, les données voyagent plus vite que les pièces.
Bah oui, quand on fabrique des pièces à l'autre bout du monde, le temps qu'elles arrivent, c'est long. Alors que les données, elles arrivent dans la milliseconde. Donc si les données voyagent plus vite que les pièces, des gens comme vous, dans des plateformes comme ça, qui permettent de faire dialoguer tous les gens qui concourent à la réalisation d'un produit, peuvent communiquer en temps réel sur ce qu'il convient de faire, sachant les difficultés de l'un. Voilà. Enfin, en mécanique, il y a des machines-outils, on va le dire pour faire simple, qui sont plus faciles à régler que d'autres. Une presse à emboutir qui fabrique des capots de voiture, ça se règle pas facilement. Ça s'use, ça se règle pas facilement. En revanche, la capacité de souder ou de ferrer une caisse, ça peut se modifier en fonction de ce qu'on est en train de fabriquer sur les capots. Alors on va dire, oui, mais l'interchangeabilité. Mais l'interchangeabilité, c'est le même problème que de prendre une pièce qu'elle marche tout de suite ou une pièce demain qui marchera avec celle-ci. C'est à peu près les mêmes questions. L'IA peut résoudre ça. Et pour mettre en œuvre ces technologies et pour qu'elles donnent toute leur puissance et qu'elles amènent tout ce qu'elles sont capables d'amener en termes d'efficience, je reviendrai après sur l'efficience, parce qu'il y a un enjeu à la fois économique mais pas que, eh ben, c'est des plateformes comme les vôtres, ou en tout cas qui ressemblent à ce que vous avez fait, qui vont être capables de le mettre en œuvre. Voilà. De la conception jusqu'à la réalisation. Sur efficience, je dis un mot. On entend beaucoup parler, et à juste titre, on a des jeunes dans notre studio, de développement durable. Moi, je cite Saint-Exupéry à chaque fois que j'ai l'occasion, donc voilà, qui sera une occasion que je vais saisir. On dit, Saint-Exupéry a dit, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc ça, c'est très juste. Et donc, du coup, dans le monde d'avant, on était dans un monde où on croyait que les ressources étaient infinies et que qui peut le plus peut le moins. Donc, après tout, pourquoi se priver ? Maintenant, c'est plus possible. Parce que quand on parle d'écologie, quand on parle d'impact, quand on parle d'écosystème, on se doit d'aller chercher le juste nécessaire dans les ressources pour ne pas surconsommer. C'est-à-dire, surconsommer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre plus de ressources que ce dont on avait réellement besoin pour obtenir le service ou l'objet dont on a besoin. Et ce qu'on va laisser là, ou ce qu'on ne va pas utiliser là, c'est au moins aussi important que d'assurer l'étanchéité ou l'isolation thermique des usines et des bâtiments. Parce qu'il faut voir, en termes énergétiques, le bilan énergétique de la surqualité en production. Pour être sûr que ça marche tout le temps, on surconsomme. Et quand on surconsomme, on kidnappe, on vole des ressources pour les générations futures. Donc tout ce qu'on se raconte là, ça a aussi un impact écologique. Voilà. Enfin, il n'y a pas que l'écologie qui fait de l'écologie. Très bien. Bah, écoutez, ce fut une interview passionnée avec vous, Monsieur Pou. On va bientôt arriver à la fin, avec grand dommage, mais voilà, toute bonne chose a une fin. Est-ce que vous avez une information ou alors un input ou un conseil à donner à nos auditeurs que vous avez envie de partager avant que l'on se quitte ? Bon, alors, une information et un conseil. Alors un conseil, il faut à tout prix, en tout cas pour les décideurs d'entreprise, qui s'interrogent vraiment sur ce qu'est l'IA dans le champ de la production. Les mots sont un peu... c'est barbarisme, IA, big data, on ne sait pas trop ce que c'est, mais intéressez-vous à ça. C'est essentiel. Enfin, c'est vraiment une façon de changer positivement le monde, comme j'ai tenté de l'expliquer avec ma définition de l'efficience. C'est atypique, c'est disruptif, ça nous sort du monde dans lequel on a grandi, c'est compliqué, c'est un peu un reniement des fois même d'intuition. Enfin, toutes les intuitions ne sont pas bonnes. On a tous des expériences sûrement malheureuses en termes d'intuition. Et il faut être capable de... Je ne dis pas d'aller tout de suite commander des logiciels, je ne sais pas quoi, c'est pas ça le problème. C'est de s'intéresser à ce que ça signifie réellement, concrètement, et en quoi ça apporte des choses au quotidien dans les entreprises. C'est pas un consultant qui va venir imposer à un patron de PME comme moi, qui va lui expliquer la vie et lui imposer une technologie. Ça ne marche pas. Bon. Moi, je suis assez surpris qu'on fasse beaucoup de choses en termes d'accompagnement, mais je suis pas convaincu qu'ils aient autant de résultats. Enfin, en tout cas, avec moi, ça marcherait pas. Par contre, si je me convainc moi-même que c'est intéressant, je me donnerai les moyens. J'ai pas besoin d'un consultant pour venir m'expliquer. Donc, c'est au chef d'entreprise de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est pas compliqué. Ça demande une capacité à voir le monde autrement, mais tous les chefs d'entreprise, et encore plus dans cette situation de Covid où tout a changé, ils savent le faire. Je n'ai pas de doute là-dessus. Donc, il faut vraiment qu'ils se renseignent. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées par les pouvoirs publics, et c'est leur rôle de sensibiliser, d'informer. Voilà. L'AIF en est un exemple. C'est-à-dire, à travers notamment son guide des technologies, c'est-à-dire en fait quand on dit industrie du futur au sens d'aujourd'hui, donc industrie 4.0, de quelle technologie on parle ? Là, on a un guide qui est très bien fait, très exhaustif, où chacun peut se retrouver dedans. Donc, il faut aller consulter ce guide. Je pense que c'est le livre de chevet des chefs d'entreprise. Alors, un jour, je ne citerai pas le nom, on m'a dit « Ah ben non, on est à l'ère du numérique, il faut le publier au format numérique. » J'ai fait « Ah oui, mais le problème des chefs d'entreprise, c'est qu'ils n'ont pas tous 25 ans. C'est-à-dire, moi, j'ai plus 25 ans depuis longtemps et j'ai encore le réflexe d'avoir un livre. Et quand je suis à la plage, par exemple, quand je suis dans
mon lit, j'aime pas avoir de la lumière dans les yeux, je préfère lire un livre, et puis avec un livre, je peux stabiloter, je peux corner la page, enfin, voilà. Donc, ce livre, il faudrait qu'il soit disponible, il existe, et c'est le livre de chevet des chefs d'entreprise. Il faut qu'ils sachent de quoi on parle quand on parle d'industrie 4.0. Ensuite, l'AIF encore a développé avec le CETIM un outil qui permet de mesurer son indice de maturité. Voilà, ça prend 15, 20 minutes, une demi-heure. Tout le monde a une demi-heure. Ça vaut le coup d'aller regarder. Voilà, d'aller cocher des cases, même si c'est imparfait, même si c'est tout ça, au moins, les gens verront où ils en sont, de la culture qu'ils ont, de la connaissance qu'ils ont. Voilà. Ensuite, l'AIF, je parle au niveau national, labellise des vitrines. Les vitrines, quand on est labellisé vitrine de l'Alliance Industrie du Futur, c'est qu'on a réalisé dans le monde concret, j'ai parlé tout à l'heure de technologie mature, on a mis en œuvre dans le monde concret des technologies taguées 4.0. Et on peut aller visiter ces gens-là pour voir leurs difficultés, mais surtout les résultats qu'ils ont eus. Parce qu'évidemment que c'est difficile. Personne ne va faire croire qu'on arrive, on dit je t'installe du 4.0 et je m'en vais. C'est pas plug and play, c'est pas vrai. Il faut du temps. Par contre, une fois qu'on a constaté, c'est comme jouer au tennis. La première fois qu'on va jouer au tennis, on s'amuse pas du tout. Ça fait même longtemps pour s'amuser au tennis. Là, c'est un peu pareil, il y a des efforts à faire. Par contre, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi l'horizon une fois qu'on aura fait ces efforts-là ? L'horizon, c'est une chance d'exister. Parce que s'ils ont raison quand ils disent do it or die, l'horizon, c'est un peu funeste. Donc, il faut absolument faire ça. Il faut s'en tracasser. Donc, à l'échelle nationale, il y a ça. Moi qui suis plutôt branché Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, puisque c'est ma région, puis je suis ambassadeur pour Auvergne-Rhône-Alpes, je tiens à souligner alors un événement important qui va marquer le début de 2021, c'est l'ouverture du campus Région du Numérique, qui est une volonté politique de notre président, Laurent Wauquiez, de mettre là aussi à disposition des entreprises du territoire un démonstrateur grandeur nature de ce qu'est l'industrie du futur, et puis surtout toutes les formations qu'il est nécessaire d'envisager pour atteindre les compétences nécessaires pour mettre tout ça en œuvre. Une table ADSA, c'est pas comme un logiciel de CAO, et c'est encore moins qu'un algorithme d'intelligence artificielle. Donc il faut des compétences, et ça va être fait. Alors nous-mêmes, Deltamu, on participe au campus Région du Numérique via un consortium qui s'appelle DIWI, et pour vous dire l'importance, le truc c'est que DIWI est mené par 3 grandes écoles d'ingénieurs, l'école des mines de Saint-Étienne, qui n'a plus à expliquer sa renommée, qui fait partie de l'IMT, l'EM Lyon, donc qui est une référence en termes d'école de management, et l'école Sigma à Clermont, qui évidemment s'investit aussi dans toutes ces actions-là. Et la preuve, j'en ai parlé tout à l'heure, avec son master spécialisé Data Science pour Engineering, qui par ailleurs est en train dans une alliance internationale, donc avec des pays d'Afrique francophone, de faire des petits avec une formation qui sera d'un niveau un peu en dessous, qui sera niveau plutôt Bac+3, pour aider aussi l'Afrique à acquérir ses compétences, pour qu'elle aussi, elle participe à ce grand chamboulement de ces nouvelles technologies. Très bien. Merci Jean-Michel Pou pour cette formidable interview, très riche, très complète. On a quand même brossé beaucoup de sujets. On est ravis de vous avoir reçu aujourd'hui. Évidemment, c'est en lien avec tout ce que l'on peut traiter chez ePlan. Et on vous souhaite encore beaucoup d'activités dans toutes vos actions, pôle de compétitivité, Alliance Industrie du Futur, enfin tout ce que vous avez cité, et puis le campus numérique prochainement. Et on vous dit à bientôt. On espère vous recevoir dans le futur. Pour voir si les technologies ont évolué et si celles-là ont été acquises par tout le monde. Voilà. En tout cas, ce sera avec un grand plaisir. Merci pour votre accueil et merci pour le petit moment sympathique en espérant que ça puisse aider effectivement des gens à avancer. Éclairer les auditeurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants qui sont très probablement dans des questionnements que vous avez pu traverser à un moment ou à un autre. Merci à vous. Merci. Au revoir. Lors de cette interview, Jean-Michel Pou a soulevé plusieurs points, dont un qui nous interpelle souvent chez ePlan. Les entreprises françaises peuvent-elles rester compétitives sur leur marché sans prendre le virage de la digitalisation ? Il apparaît évident que non. Ceci sous-entend donc que les entreprises doivent investir dans des solutions digitales adaptées afin de leur permettre d'augmenter significativement leur productivité et leur assurer un pas d'avance. L'épisode numéro 2 du podcast Les défis de l'industrie du futur by ePlan prend fin. Le mois prochain, nous recevrons Damien Marc, CEO de JPB System et de Keyprod, récemment récompensé pour le High-Tech IoT 2020 sur le salon Paris IoT World, puis reçu sur l'événement BIC 2020 organisé par BPI France, lors duquel il a pu échanger avec Emmanuel Macron sur la résilience de l'entrepreneuriat français. Merci pour votre intérêt et retrouvons-nous le 25 novembre prochain pour un nouvel épisode passionnant.